Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va se poser plein de questions. On va surtout parler d'immobilier. Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou pas? Est-ce qu'on peut défiscaliser partiellement ou totalement ses impôts avec de l'immobilier? Est-ce qu'il n'y a que l'immobilier? Est-ce que l'immobilier c'est sûr aujourd'hui en 2025? Bref, on a énormément de questions. On va parler d'LMNP, de défiscalisation, de Pinel, à ceux qui ont eu des Pinel, mais pas que. L'idée c'est de vous apporter un maximum de philosophie autour de l'immobilier et des bonnes pratiques. Et notamment, on va essayer de déconstruire certaines croyances que beaucoup vous avez, nous on retrouve aussi en rendez-vous en tant que gestionnaire de patrimoine. Heureusement, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Johan Coulombet. Johan qui est le co-directeur associé d'Optimi Invest sur notre partie immobilière. Évidemment, il est un expert reconnu pour la partie IMO. Il ne fait pas que de l'immobilier, il sait faire de la défiscalisation, du financier également. Et voilà, il a plus de 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Donc on a la chance de le recevoir aujourd'hui. Alors on a la chance de le recevoir. On est chez lui, on est dans ses locaux. Merci d'être là. Se déplacer. L'immobilier, tout le monde en parle. Et donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va découvrir qui est Johan, son parcours. Donc bonjour Johan. Salut Rémi. Est-ce que déjà tu peux nous dire comment tu en es arrivé à l'immobilier? Quel a été ton parcours? Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Et pourquoi d'ailleurs aujourd'hui tu te retrouves chez Opti? Carrément. À la base, ça part d'une reconversion, d'un changement de cap. Moi, j'ai toujours été dans le commerce d'une manière générale et j'ai découvert la gestion de patrimoine au sein d'une autre entité dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir l'immobilier d'une manière générale, secteur qui m'a passionné. Moi-même, en premier lieu, j'avais des avis préconçus sur ce qu'on aurait dû faire en tant qu'un bon investissement immobilier. Le petit studio dans une ville étudiante locale, le cliché très classique que l'on a tous au moins une fois dans sa vie. Je me suis formé, j'ai découvert et à force, j'ai accompagné un peu plus de 300 clients en l'occurrence sur de l'investissement immobilier sur une dizaine d'années. Moi-même étant aussi fortement investisseur immobilier, donc voilà, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai un recul sur à peu près tout ce qu'il est possible de faire en immobilier, en France notamment. L'étranger, c'est encore tout un autre sujet. Mais en France, normalement, j'ai plutôt de bonnes bases. Puis, tu as aussi un peu d'expérience à titre perso, du coup. Tu as aussi expérimenté, tu as fait de fiscalisation, j'imagine. Ouais, tout à fait. Pour le coup, je suis mon premier client. Donc, j'ai un Pinel, j'ai un dispositif de monument historique, j'ai un déficit foncier. Bon, ça aurait dû être un malheureux, mais je l'ai déclaré en déficit foncier. En gros, je m'équipe tout autant que j'équipe mes clients. Bon, du coup, tu pourras nous en parler juste après, ça c'est cool. On va parler évidemment de défiscalisation, mais déjà, pour tous ceux qui nous regardent, parce que tout le monde se pose cette question, moi sur les réseaux, on me pose H24 la question, on va parler déjà de résidence principale. Okay. C'est une grande question. Moi, je viens d'une famille où la philosophie, c'était l'objectif, il faut être propriétaire, parce que tant que t'es pas propriétaire, t'es pas chez toi. C'est important d'être chez soi. Faut pas que, même quand tu payes ton crédit, c'est pas ta maison, c'est celle de la banque. C'est souvent moi ce que mes parents me disaient, et c'était un but de vie, de se dire un jour je suis propriétaire, je n'ai plus à payer de loyer, je n'ai plus à payer de crédit, ça y est, c'est génial. Et aujourd'hui, moi je commence à avoir un avis qui change, et donc l'idée c'est pour tous ceux qui nous regardent déjà, est-ce que oui, il faut absolument acheter sa résidence principale en 2025? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut l'acheter en ville, à la campagne? Est-ce qu'il y a des bonnes astuces à avoir? Est-ce que finalement on peut tout autant s'enrichir en restant locataire? C'est un ensemble de questions. J'ai envie d'avoir la réponse. C'est un gros bloc. Alors, et la réponse va probablement te décevoir parce que je vais avoir aucune forme de réponse toute faite à te donner. C'est impossible. Ce n'est que du cas par cas. Pour le coup, moi, je suis plutôt partisan de dire c'est important d'être bien chez soi. Et après, tu as des gens qui passent leur vie dehors. Et donc, déjà, on n'est pas alignés. Deux personnes différentes dont on n'a pas le même usage de la résidence principale. Donc, Avant toute chose, en fait, ça dépend de ton envie, en premier lieu. La résidence principale, c'est l'actif le moins rationnel de ton patrimoine. C'est le seul où tu peux te permettre, quelque part, d'être complètement dans l'émotionnel. Autant en investissement immobilier classique, l'idée c'est plutôt de la rentabilité. Si c'est plutôt ce qu'on cherche. On peut faire du patrimonial sympathique, mais à un moment donné, on va faire trop de concessions quelque part. Autant sur la résidence principale, en fait, l'important c'est d'être bien dans ce qu'on fait. Donc, tu mets quand même en premier critère le bien-être chez soi que le côté investissement
Ah, Est-ce que c'est un investissement déjà, une résidence principale? Oui, c'est évidemment un investissement. Quand on voit ce que ça coûte, on ne peut pas dire que ça n'en est pas un. Ok. C'est un investissement qui peut être rentable. Évidemment qu'il y a des schémas où c'est plus rentable de faire de la résidence principale. Je suis sur une ville petite ou moyenne qui a des perspectives de développement. J'achète du foncier avec donc vraiment au ras des pâquerettes, avec beaucoup de travaux. Je l'ai fait moi-même avec des potes. J'ai plutôt une perspective de plus-value. C'est évident. J'achète le loft parfaitement rénové en hyper centre-ville d'une ville déjà assez cotée. Bon, déjà, il faut amortir les frais de notaire. Aujourd'hui, il coûte très cher, plus les frais de prêt, etc. Et si c'est pour y rester 1 an et demi, là, ça ne vaut pas le coup. Et après, je dis ça, si j'ai des millions sur mon compte en banque, que ça vaille pas le coup, entre guillemets, presque peu importe. Donc, ce n'est que du cas par cas. C'est difficile pour moi d'être très tranché sur ce sujet-là parce que tout est fait de nuances. Et à mon sens, ce qui compte avant toute chose, c'est être bien dans ce qu'on fait. Donc, maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui veuillent absolument tout rationaliser et mathématiser. Pourquoi pas ? Je ne fais pas forcément partie de cette tranche-là, quand bien même pourtant je suis très mathématique et rationnel. Ouais. Mais sur la résidence principale, c'est un sujet qui peut pour moi être un peu traité différemment. Si on a un coup de folie à se faire à la limite, sans se mettre dans le rouge bien entendu, sinon ça fait pas forcément sens, mais c'est plus sur la résidence principale. Aujourd'hui, moi je remarque aussi, de par le prix de l'immobilier, les taux d'intérêt, surtout les gens, alors ça arrive souvent pour, je pense, les revenus qui sont plutôt entre 3 à 6 000 euros par mois, ils disent ils ont un peu plus de capacité d'endettement et ils l'utilisent intégralement pour leur résidence principale. Est-ce que déjà, c'est inévitable au vu des prix de l'IMO et des taux actuels? Et est-ce que du coup, c'est une bêtise d'utiliser toute sa capacité d'endettement pour justement une résidence principale? C'est très dépendant d'une région à l'autre, c'est très dépendant d'un partenaire bancaire à l'autre, et ça, on ne le dit pas assez, mais clairement, aujourd'hui, le particulier qui a un projet qui va avoir une seule banque, la sienne, et qui s'arrête à la réponse de la banque, c'est dommage, quand on sait à quel point les politiques bancaires peuvent évoluer d'un interlocuteur à un autre, d'une banque à l'autre, d'un mois à l'autre. Ça te permet de changer ta capacité d'endettement sur le même projet. Je vais te donner un exemple très précis, c'est assez rigolo. Donc un client à moi, ce client avait de l'épargne sur des divers supports, n'avait aucun endettement, était fonctionnaire. Ça veut dire vraiment, profil, ça passe. Normalement, ça va. Époque où la grandeur du Pinel, on calibre un dispositif qui va gommer son imposition comme il faut. On a pris 4 refus bancaires. Oh, putain. Le truc était parfaitement calibré, on était largement en dessous des clous. À l'époque, en plus, les banques étaient assez volontaires, ça bloquait vraiment pas, il n'y avait pas les normes HSF. Bref, on prend 4 refus bancaires. Pourquoi ? Parce que ce client était distrait et son compte courant était systématiquement à découvert. L'épargne, il l'avait, sur son livret. Il fallait juste faire le virement. Voilà. Attends, juste pour ça. Et on a pris 4 refus bancaires et on a fini par le faire financer avec de la pédagogie, etc. Sur une 5e banque qui a dit « Ok, je comprends bien que c'est pas volontaire. On va essayer de remettre en place une forme de rigueur dans la gestion du compte, et tant mieux d'ailleurs. » Et voilà. Donc oui, si je m'étais arrêté à la première, à la deuxième, à la troisième, à la 4e banque d'ailleurs, c'est un client qui serait aujourd'hui toujours dans la même situation. Fort heureusement, on s'est entêté et on a bien fait. Okay. Donc oui, juste pour cette parenthèse-là, puis après il faudrait que tu me reposes ta question parce que je l'ai oublié. C'était sur est-ce que du coup ça coûte plus cher d'acheter dans une grande ville que dans une petite ville? Alors, est-ce que ça coûte plus cher dans une grande ville que dans une petite ville? Fatalement. Et encore, après, ça dépend du standing du bien qu'on va acheter. Enfin, il y avait ça et surtout, la capacité d'endettement. Le fait d'utiliser toute sa capacité d'endettement. C'était ça. Il y avait ça. Enfin, oui, parce que là, je me suis trompé. Enfin, c'est pas que je me suis trompé. Les deux sont liés parce qu'en fait, d'un côté, si tu achètes dans une grande ville, parce que moi, j'ai le cas avec des clients parisiens, l'immobilier coûte tellement cher. Donc, forcément, est-ce qu'ils ont, eux, plus tendance à être locataires? Oui. Quand ils sont en région parisienne. Oui, sur la région parisienne, c'est plus souvent le cas, effectivement. Acheter à Paris, c'est
très cher. On est sur un marché qui a beaucoup grimpé ces dernières années et qui aujourd'hui est plutôt en train d'un petit peu de... Alors, corriger, c'est un gros terme parce que on n'est pas sur un crash. Hein. On stagne légèrement, puis on arrête les excès. Voilà. On prépare le summer body, on va dire. C'est juste ça. Mais dans les faits, oui, ça coûte effectivement plus cher en région parisienne. Et il y a beaucoup de gens qui sont en région parisienne ponctuellement, qui sont en région parisienne sur un instant T, dont le cadre de vie, on a des célibataires qui ont pour projet d'ailleurs des jeunes couples qui sont pas encore ensemble officiellement, qui vont vouloir se mettre ensemble plus tard. Donc, quand on est jeune, quand on a une incertitude un peu sur le lieu de vie, sur la carrière, sur tout un tas de choses, il n'y a rien de déconnant à être locataire. C'est pas une perte en soi. C'est une charge, il faut se loger. Ça reste une charge. Mais en fait, demain, je suis propriétaire, j'ai une charge en face, j'ai un crédit que je dois assumer. Voilà. Surtout, en plus de ça, j'ai des charges supplémentaires qui sont ma taxe foncière, des charges de copro pleines. Enfin voilà, il y a aussi des choses qui sont là de la pure perte. Mais juste là-dessus, à bien équivalent entre être locataire ou propriétaire, en termes de flux financier, t'as plus d'efforts d'épargne à fournir pour être propriétaire que locataire sur un bien équivalent? Assez souvent, mais c'est pas systématique. Sur les villes où l'immobilier est très peu cher et où tu as des niveaux de loyer relativement élevés, parce qu'il y a des villes où effectivement on arrive sur une croisée des chemins où effectivement ça peut limite s'inverser, où ça peut devenir plus intéressant d'acheter. Ça peut se discuter. Après, il reste qu'on prend des faux frais, on a des frais de notaire, on a des charges en plus, on a plus de responsabilités, on a des engagements. Voilà, il n'y a rien d'insurmontable, mais il ne faut pas non plus faire comme si ça n'existait pas. Et est-ce que du coup, tout le monde doit vraiment faire attention quand ils achètent leur résidence principale à veiller à conserver de la capacité d'endettement, ou des fois tu te dis, quelqu'un sur Paris qui va absolument acheter, tant pis, il va prendre 35% de son endettement pour acheter sa RP, il pourra plus rien faire derrière. Je vais pas prêcher pour ma paroisse pour le coup, mais non, effectivement, je considère que si c'est le projet de vie que de se faire plaisir sur tel appartement parce que ça permet de construire sa famille, etc., tant pis pour les invests, on les fera différemment, peut-être que ça se fera plus tard, c'est comme ça. En fait, c'est que des choix de carrière, c'est que il n'y a pas de réponse unique. C'est-à-dire que toi, tu veux plutôt montrer l'impact de oui, c'est pas déconnant d'utiliser 35% de sa capacité d'endettement pour acheter sa résidence principale si c'est le projet. Et si la personne comprend qu'elle va devoir, en choisissant ça, elle va devoir renoncer. Exactement. Quand c'est fait en toute connaissance de cause, voilà, ça se discute pas. On a des gens qui n'auront pas le choix que de se mettre à 35%, voire plus d'ailleurs, pour leur résidence principale, parce que, oui, quand j'ai besoin d'une chambre en plus pour mon gamin, en fait, j'ai besoin d'une chambre en plus pour mon gamin, c'est plus important que de faire un projet IMO, d'investissement locatif. Tu parles de projet IMO, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi pas assez de culture financière et immobilière en France, où les gens ils pensent IMO, j'achète un appart, je le mets en location, point. Oui. Et on n'imagine pas d'autres types d'immobilier, ou notamment, on va en parler, d'immobilier de défiscalisation. Oui, quand on paye trop d'impôts, c'est con de payer 25 000 € d'impôts et de ne pas avoir de capacité d'endettement pour pouvoir les défiscaliser. Il y a tout un tas de types d'immobilier différents. On peut faire effectivement de l'ancien, on peut faire du neuf, on peut faire du défiscalisé, on peut faire de la SCI, de la SCPI. Il y a beaucoup de façons de faire de l'immobilier aujourd'hui. Il n'y en a pas qu'une seule. Donc techniquement parlant, si on veut vraiment faire quelque chose, on a les supports. Il y a toujours, c'est juste quels moyens on y met. Et donc, qu'est-ce qu'on met en face ? J'ai une petite capacité d'emprunt, je suis un peu au taquet, je paye pas beaucoup d'impôts, je vais pas faire du monument historique, ça ne m'est pas dédié. D'accord. T'as pris le gap là. J'ai pris le gap, c'est volontaire. Mais dans les faits, si j'ai une capacité d'emprunt de 10-15 000 euros, que j'ai un petit peu d'épargne de côté, je vais pas faire de l'immobilier en pleine propriété, mais je vais peut-être aller chercher effectivement de la SCPI. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Okay. Pourquoi pas ? Ça reste de l'immobilier. C'est plus liquide, mais quand même. J'enfonce le clou. On a parlé un peu des Parisiens, de la résidence principale, et j'ai entendu, moi, beaucoup de mes clients qui sont sur Paris vouloir absolument, et on peut le comprendre quand on voit le train de vie sur Paris, vouloir une résidence secondaire. Peut-on parler de la résidence secondaire, du coup ? On peut parler de tout, Rémi, tu le sais bien. Est-ce que la résidence secondaire... déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, tu l'appréhendes, la résidence secondaire. Moi, souvent, je le dis, j'en fais un peu un non-sujet, pas par manque de connaissances, mais plus parce que je trouve que c'est pas la priorité quand on veut faire d'investissement. Et surtout, quand j'ai eu le cas récemment, une cliente qui me dit, je suis locataire sur Paris,
j'ai envie d'avoir ma petite maison de campagne, je vais l'acheter. Et je dis oui, mais du coup, vous allez la louer? Ah non, elle reste vide, elle est vacante. Ah, et donc j'ai l'impression juste je me dis c'est pas un investissement, c'est un point mort. Peut-être qu'elle capitalise, mais je me dis l'argent qu'elle met dans un crédit pour une résidence secondaire, pourquoi elle la met pas plutôt sur un placement financier? Alors je suis très terre à terre. Peut-être c'est important pour elle d'avoir une maison de campagne, évidemment. Mais au-delà de ça, je me dis, l'effort que tu vas fournir pour cette maison, mets-la en placement financier. Et puis quand tu as envie de partir de Paris, tu te fais un week-end. Alors là, on est assez raccord. La résidence secondaire, c'est un luxe qui coûte très cher, notamment effectivement en France, avec une taxe d'habitation que l'on paye en plus, tout un tas de choses que l'on paye en plus. Si en plus de ça, on ne le rentabilise pas sous aucune forme, avec notamment de la location courte ou moyenne durée quand on ne l'utilise pas, ça fait un gros poste de dépense, et il faut vraiment avoir une belle assise financière pour moi aller sur ce terrain-là. Parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Après, si c'est le rêve absolu d'avoir la maison de campagne pour telle personne, c'est le rêve absolu. Et qui es-tu pour juger des rêves des gens, quelque part? Question de choix, du coup. Voilà, question de choix toujours. Maintenant, voilà, factuellement, on ne peut pas dire l'inverse. La résidence secondaire a plusieurs défauts. C'est un coût exorbitant qui pourrait être mis à profit de bien meilleurs escients, ça c'est clair et net. On s'astreint à aller obligatoirement là. On ne se laisse pas la possibilité d'aller ailleurs. Alors, il y a des gens à qui ça va très bien, mais voilà, ça après, c'est les goûts et les couleurs. Chacun le voit comme il veut. Mais voilà, il y a quand même des défauts importants sur la résidence secondaire. En tout premier lieu, son coût massif. Ouais, moi, c'est vrai que je le dis souvent, vous ferez de la résidence secondaire le jour où vous êtes rentier, quoi. Où vous pouvez en fait le financer avec de l'argent pas de l'argent qui est nécessaire pour votre vie de tous les jours, et pas de l'argent que vous gagnez avec votre temps, surtout. Ouais, j'ai fini ma résidence principale, elle est nette de dettes, je suis très très large sur ma capacité d'emprunt et je n'ai pas d'inquiétude sur ma retraite. Pourquoi pas? Ouais. Voilà. Moi, ça concerne un peu moins de personnes, pour le coup. Oui, mais ça en concerne, mais oui, c'est sûr. De toute façon, ça reste un luxe relativement important, de toutes les manières. Peu de gens ont une résidence secondaire. À titre personnel, j'ai pas de résidence secondaire. Du coup, transition toute trouvée, parce que ce qui concerne le plus de monde, c'est beaucoup de personnes qui ont déjà fait un investissement ou alors qui sont locataires. Et ils entendent, parce que sur les réseaux, je pense que dès que tu es dans la niche du money making, et donc l'idée comment je peux m'enrichir, l'immobilier revient tout le temps. Ça parle d'immobilier, donc on fait de la rénovation, on fait de l'achat-revente. Il y a beaucoup de formations qui traînent sur devenir marchand de biens. Beaucoup de vendeurs de rêves, on pourrait en parler. Sinon, la partie, je peux être rentier en achetant une ruine, je la retape, je la mets en Airbnb, j'ai acheté, un plateau, boum, je fais que des studios, et j'ai un cash flow de malade qui rentre. L'idée, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis là-dessus, sur est-ce que c'est si facile de faire de l'immobilier de location, donc vraiment locatif. On sait qu'on entend souvent parler de LMNP, de NU. Le LMNP, en plus, on en a beaucoup parlé au début de cette année, parce qu'il y a une nouvelle loi de finances qui a changé un peu la donne sur le LMNP. On navigue un peu à vue en ce moment, on va pas se mentir. Donc là, il va falloir reposer les bases. Ouais. Et l'idée, c'est de donner un peu, pas des astuces, mais essayer de comprendre pour qui c'est fait l'immobilier de location. Est-ce qu'il y a un profil particulier à avoir? Est-ce que faut être passionné de rénovation pour pouvoir faire de la rénovation? Est-ce que c'est à la portée de tous? Et on va surtout commencer à le coïncider, notamment avec les impôts. Parce que quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts, est-ce qu'il doit faire de l'immobilier de déficit, qui a acheté du LMNP? Tu fais du LMNP, t'en proposes. On en a, effectivement. On en commercialise. Tout à fait. Et donc l'idée, c'est de comprendre aussi, toi, quand tu le commercialises, à quel moment tu dis, lui, il a le profil pour le LMNP, quoi. Ok. Alors, beaucoup de questions en une, je sais même pas forcément par quoi commencer. On va commencer par le début. Alors déjà, ce que tu penses de l'immobilier de location entre le NU et LMNP, déjà. Parce que le NU, on devrait tous éviter, déjà. Alors, aujourd'hui, et j'insiste sur aujourd'hui, parce que demain, on ne sait pas. En date du 28 octobre 2025. Exactement, voilà. La journée n'est pas finie. Ça n'a pas encore changé. Non, aujourd'hui, fiscalement, on ne peut pas exclure que le LMNP est un régime plus intéressant que le NU, encore une fois, sur l'aspect fiscal. Mais c'est pas une fin en soi. Il y a des biens sur lesquels, de toute façon, on ne peut pas faire du LMNP. J'ai une maison de campagne, il y a peu de chances que je la loue en meublé. Ouais. J'ai des bureaux, je vais les louer en nu. J'ai du stationnement, j'ai des terres, je vais percevoir des revenus fonciers
que je ne vais pas optimiser au travers d'un statut meublé. Donc il y a tout un tas de typologies de biens et de revenus qui seront de toute façon des revenus classiques, nus, fonciers, ceux qui effectivement sont assez fortement fiscalisés. Donc là, on a un statut du bailleur privé qui est en discussion au niveau de l'Assemblée. Il y a aujourd'hui absolument rien de fait à aucun égard ni à aucune échelle, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet, ce serait un peu compliqué, parce qu'on ne sait vraiment absolument pas à quelle sauce on va être mangé à ce sujet-là. Du coup, statu quo, on fait rien ou... Non, on fait pas rien. Non. Celui qui fait rien, c'est clairement celui qui a le moins bon positionnement. Il faut faire des choses. C'est sûr et certain. Voilà. Ça, c'est évident. Maintenant, il faut le faire avec une certaine forme de réflexion. Et aujourd'hui, et là, on en parlera après, j'imagine, mais ce qui apporte à l'heure actuelle, et paradoxalement un peu plus de certitude, c'est presque l'immobilier défiscalisant. Parce que le cadre est clairement défini. Et là-dessus, on n'a pas vu de rétroactivité, en fait. Donc, ça ne bouge pas trop d'une année à l'autre, en soi. Non, on a des fins de loi, on sait à quelle date les lois sont censées se terminer, elles sont parfois prorogées, etc. Pinel, on a su que c'était fin 2024, c'était terminé. Bon, ben voilà, c'est terminé, aujourd'hui il n'y a plus. Mais du moment où le Pinel a été lancé jusqu'à sa fin, il y a eu quelques prorogations quand même. Voilà, mais on s'y attendait. Par régression. C'est pas pareil. Ça prorogation. Il y a eu des prorogations. Progression. Il y a eu des prorogations. Donc okay. Ils ont étendu, la loi devait s'éteindre à telle date, elle a été prorogée, etc. Puis il y a eu une modification sur les 2 dernières années avec un peu moins d'impact fiscal. Et in fine, la loi a été effectivement éteinte, comme ça avait été annoncé 2-3 ans auparavant. Donc aujourd'hui, il y a des lois fiscales qui ont des statuts bien définis, des dates bien définies. Quand on connaît les règles du jeu à l'heure actuelle, il faut en profiter. Donc pour le cas du LMNP, parce qu'après on pourra parler de la défiscalisation, la loi a changé en ce début d'année 2026. Il y a effectivement la réintégration de l'amortissement dans le calcul de la plus-value, ce qui est absolument pas déconnant, et en réalité ça change à l'heure actuelle pas grand-chose dans le quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en sortie que ça change des choses, et encore si on sort tôt, puisqu'on garde l'abattement pour durée de détention. Donc in fine, si j'ai passé ma durée de détention et que je revends, au final, mon amortissement, il me coûte 0. Il me coûte 0 comme il me coûtait 0 avant. Et il y a aussi des résidences de service qui ne sont pas sujettes à la réintégration de l'amortissement. Donc, ouais, tout à fait. Et ça permet aussi de continuer à avoir ce bénéfice-là. Tu m'apprends un truc. Les résidences de service étant effectivement un sujet, notamment étudiants, seniors, des choses qui sont des besoins. Dans certaines. Ok. Il y a un critère particulier pour qu'elle soit... Là, en l'occurrence, c'est notamment effectivement senior et étudiant. Donc à partir du moment où une résidence de service c'est senior étudiant, systématiquement... L'amortissement n'est pas réintégré dans le calcul de la plus-value à l'heure actuelle. Oui. Parce que c'est vrai que moi, début d'année, j'entendais énormément de personnes se plaindre de ce réamortissement et comme quoi c'était la fin du LMNP. Et c'est vrai que souvent, dès que tu as une loi de finances qui passe, on dit c'est la fin de... ça change pas grand-chose en réalité. Ça change pour des gens qui font 3 ans de Airbnb, 4 ans de Airbnb qui revendent. Ceux-là, effectivement, sont sensiblement moins gagnants. Ouais. Voilà, moins gagnants. Ils sont moins gagnants. Perdants. Par rapport à avant, ils sont perdants. Mais dans une valeur absolue, normalement, ils gagnent de l'argent quand même. Ils sont censés s'en sortir, effectivement. Parce que tu l'intègres juste sur ta plus-value. Oui. Donc au final, tu en récupères moins la sortie, mais tu en récupères toujours un peu. En fait, tu aurais dû le payer entre guillemets au fil de l'eau. Tu as quand même eu un statut assez protégé où tu as payé beaucoup moins d'impôts, voire pas d'impôts du tout sur tous tes loyers pendant une certaine durée. Que tu en payes un petit peu à la fin, c'est pas complètement délirant dans l'absolu. Forcément, c'est une régression par rapport à ce qui se faisait avant, mais c'est pas encore trop choquant. L'immobilier, ça reste un investissement sur lequel on a une forme de durée. Faire de l'immobilier court terme, c'est antinomique en fait, ça marche pas. Même pour du marchand de biens, enfin de la rénovation. Hormis le marchand de biens. Voilà. Bon, après, c'est un métier le marchand de biens. Mais exactement, ça s'appelle un métier. Voilà. C'est encore autre chose. On peut le faire en loisir, mais là, on parle de est-ce que c'est fait pour tout le monde ? Est-ce que c'est fait pour tout le monde de faire du marchand de biens ? Est-ce que c'est fait pour tout le monde de retaper des biens ? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est très complexe. Alors oui, il y a des formations. Oui, il y a on peut trouver des accompagnements. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, ce que je veux pas, c'est minimiser l'impact que ça peut avoir, parce qu'il y a des gens qui se sont mis à cœur perdu là-dedans et qui se sont perdus justement. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet. C'est tout sauf facile de rénover un bien. Il faut être accroché quand je parle de rénovation lourde.
des surprises dans les travaux. Quand tu achètes une euro unique, tu dois retaper même jusqu'aux fondations. Il faut être très accroché. Très, très accroché. Il faut savoir ce qu'on fait. Okay. Ça ne s'improvise pas. Du coup, en termes de profil, donc évidemment, tout ce qui est opération de marchand de biens, il faut que la personne soit passionnée, que ce soit son métier, qu'elle soit dedans. Sinon, tu le. Ou être très conscient qu'on risque de galérer un petit peu. Quoi. C'est-à-dire que demain, tu as un client qui dit j'y connais rien, je sais même pas changer une ampoule. Par contre, j'ai vu un plateau complètement défoncé, je veux le retaper. Tu lui dis passe ton chemin. je lui inviterai à bien réfléchir quand même. Considérer. Pour donc la location nue, si j'ai bien compris, l'idée c'est que tu vas évidemment jamais trop le conseiller, sauf si vraiment on n'a pas le choix. Donc sur des gens comme tu as dit, justement sur des plateaux commerciaux où tu n'as pas le choix de le louer en nu. Par exemple. Mais de manière générale. L'appartement en centre-ville, je suis sur un studio étudiant en centre-ville. À aujourd'hui, je dis encore une fois, à aujourd'hui, il vaut mieux faire du meublé que de faire du nu, c'est évident. Et donc maintenant, pour quel genre de profil le LMNP, ça vaut le coup? Enfin, c'est pas que ça vaut le coup, c'est toi qui as déjà vendu des biens en LMNP, généralement, c'est qui achète? Alors, il y a 2-3 cas de figure où c'est plus adapté. À l'heure actuelle, grâce au système de l'amortissement, on ne paye que peu, voire pas d'impôt sur les loyers encaissés. Parce qu'en gros, on va, pour essayer de le faire très très schématique, j'achète un appartement à 100 000 €, plus ou moins, tant que je ne perçois pas 100 000 € de loyer, je ne paye pas d'impôt. C'est très vulgarisé, on est d'accord, mais c'est juste la philosophie derrière. Parce que je vais déduire la valeur de mon bien sur les loyers que j'encaisse. Ça permet du coup d'avoir une forme de rente sur lequel je sais que fiscalement, je n'ai pas de conséquences, ou peu de conséquences. Donc c'est assez adapté pour les gens qui attendent justement une rente régulière, mensuelle, trimestrielle, notamment dans le cas de résidence de service, c'est souvent payé au trimestre. On sait que on a des échéances qui arrivent et qui permettent d'augmenter son niveau de vie. Donc le LMNP, quand il est bien fait, parce qu'il y a, comme dans tout, quand on peut faire les choses bien ou moins bien, en l'occurrence, le fait de générer une rente complémentaire long terme, avec relativement peu de gestion, notamment en théorie dans le cadre d'une résidence de service, et avec peu ou pas de fiscalité, c'est plutôt sympathique pour des profils, par exemple, retraités. Jeune retraité, ma retraite est basse, j'ai pris un chèque sympa où j'ai revendu des choses avant de partir à la retraite. Très bien, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de me libérer et de générer du revenu complémentaire parce que ma retraite ne va pas suffire. Ça peut être un cas où c'est adapté. Un autre cas de figure, j'ai une capacité d'emprunt que je ne touche pas. Alors moi, j'aime bien effectivement faire le parallèle. C'est comme avoir une mine d'or dans le jardin et pas taper dessus. C'est un petit peu dommage. Et de ce fait, grâce à l'argent d'autrui, de la banque, c'est ni plus ni moins que la définition de l'effet de levier, je vais acquérir une ressource qui est un loyer et un bien immobilier donc de par le fait. Une fois que le prêt sera payé, le bien il est complètement à moi et il s'est payé majoritairement par les loyers perçus. Donc sur les deux cas, tu as les retraités pour augmenter leur revenu à la retraite et ceux qui n'exploitent pas suffisamment ou pas du tout leur capacité d'endettement. C'est ça. Et pour cette deuxième catégorie, la priorité, entre guillemets, ça serait plus l'aspect fiscal si je paye de l'impôt. Si j'en paye pas ou peu ou que c'est déjà optimisé, le LMNP, c'est super adapté. D'accord. Donc quelqu'un qui serait, par exemple, marié, 3 enfants avec le conjoint au foyer, qui est en tranche à 11, il va directement sur du LMNP. Oui, ça peut être ça. Alors, j'ai jamais, encore une fois, de réponse toute faite. Parce Bien sûr, c'est au cas par cas. Voilà, je tiens vraiment à le dire, on ne fait que du cas par cas. On prend vraiment le temps de comprendre les projets, les aspirations de tout à chacun, les éléments qui font que ça, ce serait déconseillé. Au final, ça risque d'être moins bien que prévu. Donc, on prend le temps de faire une vraie consultation, un vrai audit patrimonial avant de préconiser le moindre investissement. Mais effectivement, dans les grandes lignes, dans les grandes tendances, ça peut être ça. Et transition toute trouvée. Donc pour ceux qui payent beaucoup d'impôts, donc je pense tous ceux qui nous regardent, vous savez ce que ça veut dire payer trop d'impôts. On parle d'une tranche au moins à 30%. Dès qu'on est avec une tranche d'imposition, une tranche marginale d'imposition à 30%, on considère qu'on commence à payer beaucoup d'impôts. Et donc les gens se sentent que c'est plus chargé qu'avant. Voilà, on commence à le sentir. Ouais. Et donc à ce moment-là, on a plus de... Enfin moi j'essaie d'aborder comme ça avec mes clients, j'essaie de leur dire ne vous dites pas que plus vous payez d'impôts et plus c'est compliqué. Dites-vous que plus vous en payez, plus vous avez de potentiel et de levier pour l'optimiser. C'est assez vrai. Mais pour ça, évidemment, on a cette vision... C'est bien amené, mais c'est assez vrai. Oui, voilà. Et des fois même, on dit gagnez un peu plus d'argent ou paxez-vous pour mutualiser vos revenus. Comme ça, vous mutualisez votre impôt et au moins, on va se faire plus plaisir sur la défiscalisation.
parce qu'on peut aussi accéder à différentes lois. Ce qui est rigolo, c'est le cas des chefs d'entreprise qui brident leur rémunération pour pas payer trop d'impôts perso. Bon, au final, ils se font matraquer par l'IS. Ils activent pas tout un tas d'effets de levier de protection et tout. Enfin, pour ces gens-là, sincèrement, arrêtez et appelez-nous. Payez-vous et appelez-nous, c'est beaucoup mieux. Appelez-nous et ensuite payez-vous. Oui, dans ce sens-là. Exactement. C'est vrai qu'on a eu le cas pour une de mes clientes d'ailleurs, qui est chef d'entreprise. Elle en est sur sa 2e année. Bon, on va la citer parce qu'en plus je parle souvent d'elle sur mes réseaux. Nathalie, coucou. Et Nathalie, justement, elle en est à sa deuxième année et elle est clairement dans cette phase où elle se dit bah voilà, j'ai une entreprise qui tourne. J'ai des flux, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse tout dans la boîte, je paye de l'impôt sur les sociétés ? Est-ce que je me paye, mais du coup, il faut anticiper l'impôt sur le revenu, c'est ça. Et donc anticiper la défiscalisation. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a souvent le cas avec les chefs d'entreprise. Donc pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, évidemment, posez-vous la question. Par contre, même pour les salariés, ceux qui vont avoir des revenus assez confortables, du coup, l'idée, c'est de lister un peu les différents, ou du moins les principaux dispositifs que les Français peuvent utiliser pour défiscaliser, notamment dans l'immobilier. J'en ai compté 3. On va en parler rapidement. Et je vais les prendre un peu crescendo. L'idée, c'est qu'on puisse parler du de Normandie, qui va nous rappeler des souvenirs avec le Pinel. Parce que je pense qu'il y a qui ressemble beaucoup, effectivement. Voilà. La loi Malraux, qui est l'une des plus vieilles, je crois. Oui. 1962. Ça doit être ça. André Malraux. J'avais un doute. Ministre de la Culture sous. À une année près. Exactement. Voilà. Je crois que c'est ça. Tu as bien bossé ton sujet. Oui, je suis potasse. Et le 3e, monument historique. Où là, je pense que c'est. Est-ce qu'on peut dire que c'est la crème de la crème sur la défiscalisation ? C'est le levier le plus puissant. Il n'y a pas plus puissant que le monument historique ? Il n'y a pas plus puissant que le monument historique. Okay. Donc, déjà, on va commencer par le de Normandie, qui va peut-être parler à beaucoup de personnes sur... qui correspond à, entre guillemets, c'est le pendant du Pinel, effectivement, mais dans l'ancien. Pinel, c'était pour la construction dans le neuf à 99%. Je ne parle pas du pourcentage anecdotique de Pinel rénové qu'on a vu passer à un moment donné, qui était peut-être l'ersatz au final du de Normandie. Mais effectivement, le de Normandie, ça a coexisté pendant 2 ans, je crois, avec le Pinel. Aujourd'hui, Pinel est éteint, de Normandie et pro jusqu'en 2027, si je ne dis pas de bêtises. Donc on sait à minima que jusqu'en 2027, on peut faire du de Normandie. Après, bien malin celui qui saura prédire ce qu'on aura comme dispositif ou si ce sera prorogé ou pas. Je pense qu'il y aura toujours un nouveau dispositif, même si derrière le de Normandie... C'est souhaitable quand on voit l'état du bâtiment en France et de la tension locative extrême qu'il y a sur notre territoire. Inciter ou en tout cas permettre aux gens d'investir en immobilier, c'est plus que souhaitable. Okay. Donc, si tu veux déjà définir le de Normandie, rapidement, c'est quoi le de Normandie ? De Normandie, Est-ce que c'est que en Normandie ? Non, ce n'est pas qu'en Normandie, ça vient du ministre Julien de Normandie qui l'a promulgué. Donc, juste petit point. Souvent, les lois, on porte le nom de celui qui l'a inventé. Ouais. Effectivement. Donc, dans les faits, le de Normandie, c'est une défiscalisation qui s'adresse à des gens qui payent. Allez, je vous dirais à partir de 1 500 € d'impôt, parce qu'on peut avoir des tout petits projets en de Normandie, avec des produits à moins de 80 000 €, moins de 70 000 €, on en a vu passer. Alors, mais 1 500 € par an, t'es pas en tranche à 30 du coup ? Non. Donc même quelqu'un en tranche à 11 pourrait se dire je veux faire un petit projet tout de à fait. Normandie. À partir du moment où la capacité d'emprunt est là, okay. C'est possible, évidemment. Donc quelqu'un qui aurait par exemple fini de payer sa résidence principale, au lieu de rien faire, je peux aller optimiser, mais 1 500 € d'impôt, oui. Okay, tout à fait. On a des produits. Mais globalement, de Normandie, tu gommes combien d'impôts avec ça ? En règle générale, on attaque à 2 000, 2 500 € d'impôts à gommer, et puis on va gommer jusqu'à 6 000 € d'impôts. C'est assez simple, c'est 2% de la valeur du bien plus frais de notaire, plus travaux. Voilà. Okay. Donc on prend tout ce package, c'est 2% par an pendant 6 ans, 9 ans, et on peut même aller sur 12 ans, on n'a plus que 1%, on divise par 2 les 3 dernières années. Donc c'est le même mécanisme mathématique que le Pinel, exactement, que le Pinel première génération. Mais la différence avec le Pinel, c'est que tu es dans l'ancien, sur le de Normandie. Exactement, voilà, c'est pour rénover des bâtiments anciens qui sont dans des villes éligibles. On exclut les très grandes villes de France. L'État considère aujourd'hui que investir dans les très grandes villes de France, ça n'a pas besoin d'être aidé. Par contre, les moyennes et petites villes de France, donc on en dénote à peu près 500 en l'occurrence, là oui, il y a besoin parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'incitation particulière à investir sur ce type de ville. Donc on a des marchés
où il y a une vraie tension locative, dans des villes qui sont complètement sous-estimées, voire même complètement méconnues. Et pour autant, quand on met un bien sur le marché, on le loue assez cher, on le loue très vite. T'as pas de plafond de loyer Alors si, il y a un plafond de loyer. C'est vraiment les mêmes règles que le Pinel. Donc il y a un plafond de loyer, il y a un plafond de ressources pour le locataire. Je tiens à pondérer quand même ça parce que c'est pas spécialement social. Le plafond de ressources, ça permet de loger 90% des Français. Ouais, oui, les 10% qui gagnent le plus n'ont pas forcément besoin d'être aidés à la location. Le plafond de loyer, on est plus ou moins au prix du marché. Parfois on est légèrement au-dessus, parfois on est légèrement en dessous, mais c'est rarement complètement délirant en termes d'écart. Donc c'est pas vraiment des critères très restrictifs, ça. T'es principalement sur de la rénovation énergétique, sur le de Normandie? Alors, ça fait partie des critères, en fait. Il faut améliorer le DPE de moins 2 notes. Il faut avoir, effectivement, au moins 25% du prix dans des travaux. C'est important de respecter certaines règles. Okay. Bon, évidemment, on s'assure que toutes les règles soient respectées. Bien souvent, de toute façon, on est accompagné par des cabinets d'avocats fiscalistes qui certifient l'opération, ce qui fait qu'on est complètement tranquille dans ce qu'on fait. La sérénité, c'est ce qu'on essaie de chercher au maximum. Même si ça reste de l'immobilier, il peut y avoir des aléas. Bon, on va quand même essayer de border au maximum. Ok, donc ça, on a le de Normandie. Il y a des endroits où on trouve beaucoup des de Normandie. Ça se trouve facilement ou c'est un truc qui est non, quand même... Non. On peut avoir un de Normandie en face de chez nous, par exemple. Ça pourrait, ça dépend d'où tu habites. Clairement, Annecy, par exemple, non. Il n'y a pas de Normandie à Annecy. Non, c'est une ville trop cotée, trop grande. Il n'y a pas de Normandie à Annecy. Ok, donc c'est quand même fait pour, rénover, deux, pousser, aider les gens à se loger aussi dans de l'ancien. Ouais. Aujourd'hui, sur ces villes-là, sur des villes, on va dire la moyenne ville de France, 50, 60, 80 000 habitants. Des fois, il y a des villes plus grosses que ça. Hein. Si je prends deux exemples d'assez grosses villes qui sont éligibles en Normandie, on a Metz, par exemple, et on a Perpignan. Donc ce sont des villes quand même d'une taille certaine où on peut faire du de Normandie aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, bien entendu. Et paradoxalement, Dijon n'en fait pas partie, par exemple. On ne peut pas faire de Normandie à Dijon. Ah ouais. Ok. Donc là, on a le de Normandie. Donc de Normandie, si je récapitule, on va pouvoir gommer à peu près minimum 1005-2000, mais généralement, tu es plutôt vers les 2000-2005, jusqu'à 6 000 € maximum. Jusqu'à 6 000 € maximum. Même si j'achète mon de Normandie 1 million d'euros, je ne gommerai que sur une enveloppe de 300 000. Donc il est plafonné à 300 000. Effectivement. Okay. Donc on peut gommer que 2%, donc 6 000 € de 300 000. C'est ça. Donc, transition toute trouvée, quelqu'un qui paye plus de 6 000 € d'impôts, il va aller sur la loi Malraux. Alors, il peut faire 2 de Normandie. Dans l'absolu, il peut en faire 2. Pour aller au plafond des niches fiscales françaises, qui est 10 000, parce que ça rentre dans le plafonnement global des niches fiscales françaises. Donc, 10 000 € maximum de réduction d'impôts. Donc, voilà, parce que quand on revient sur de la défiscalisation, quand on veut payer moins d'impôts, on peut déduire de son revenu. C'est pas le cas de l'immobilier. C'est pas le cas du de Normandie. C'est pas le cas du Normandie, voilà. Voilà. Ensuite, on peut réduire ses impôts, mais quand on fait de la réduction d'impôt qui est ni plus ni moins qu'une soustraction de son impôt, c'est ça. C'est maximum 10 000 € pour le de Normandie. Pour les niches fiscales plafonnées, ce qui n'est pas le cas du Malraux, par exemple. Donc le Malraux permet d'aller au-delà de 10 000 €. Oui. Ok. Bon, tant mieux, parce que c'est vrai qu'on a eu 2-3 cas clients où justement tu as du 16 000, 17 000 € d'impôt. Effectivement. On leur a vendu 2 Pinel à l'époque. Ils ont gommé 10 000, mais il reste toujours 7 000. Exactement. Ouais. Okay. Donc maintenant, si on parle du Malraux, on est aussi dans l'ancien dans le Malraux. Malraux, exactement. On est aussi dans l'ancien. Par contre, là, le secteur a été considérablement réduit. Donc, je reprends Pinel. On peut faire ça sur n'importe quel terrain constructible dans un zonage éligible. Il y avait quand même une assez forte proportion de zonage et de potentiel de faire du Pinel. C'est pour ça que c'était un dispositif massivement utilisé parce que c'était assez industrialisable, ce qui n'est absolument pas le cas du de Normandie et encore moins du Malraux et encore moins du monument historique. On vient de Neuilly, donc forcément, on est sur des produits où on a de moins en moins d'offres et de plus en plus de demandes quelque part. Le temps que les gens se réadaptent dans la philosophie et la compréhension de ce genre de mécanique et de mécanismes. Mais oui, aujourd'hui, un de Normandie, il faut que le bien il existe. Il faut qu'il soit vacant. Il faut qu'il y ait un vendeur en face. Il faut qu'il y ait un promoteur ou un marchand qui porte l'opération. Ouais. Donc déjà, on vient d'alourdir considérablement le sourcing de ce type d'opération. C'est ce qui fait qu'on n'aura jamais un marché industrialisé du de Normandie. Ça ne restera que des petites opérations par-ci par-là. Heureusement, aujourd'hui, les promoteurs, les marchands se sont, pour certains, adaptés, parce qu'il fallait bien de toute façon, mais c'est clairement pas un dispositif ou des dispositifs sur lesquels on aura une offre pléthorique. C'est impossible. Okay. Sur le Malraux, tu peux gommer jusqu'à combien d'impôts maximum ? 40 000. Au-delà de 40 000, 40 000 par an. 120 000 maximum par opération. Ok.
Et donc pour le zonage, parce que je suis pas allé sur le zonage du Malraux, c'est exclusivement dans des hyper centres-villes, en gros historiques, où on a des plans de sauvegarde et mise en valeur approuvés. Alors, pour essayer de faire encore plus compliqué de trouver un Malraux qu'un de Normandie. C'est ça. Et Malraux, en gros, tu as 2 barèmes. Hein, tu as 22% de gain fiscal et 30% de gain fiscal. Quand je te parle de gain fiscal, c'est de réduction d'impôt sur la cote par travaux du projet. Donc bon, on essaye évidemment d'aller chercher plutôt des Malraux à 30% qui sont un peu plus puissants. Quoi. Donc tu es limité à 400 000 euros de travaux. Oui. 30% du montant des travaux, donc 120 000. C'est ça. Maximum que tu peux étaler sur... Alors, entre 1 et 6 ans maximum. Ok. Alors, on va avoir 3 ans de travaux. Et 3 ans de travaux, 3 années fiscales, pas forcément 3 années calendaires pleines, mais 3 années fiscales, hein, fin 2025, tout 2026 et puis mi-2027, ça fait 3 années fiscales pour le coup. Et si je n'ai pas consommé l'intégralité de ma réduction d'impôt, elle va être reportée sur 3 années de plus maximum, donc on peut aller gonner jusqu'à 6 ans d'imposition. Okay. Et ce qui est bien, et ce qui est la différence avec le de Normandie, c'est la rapidité. Au-delà de la puissance, c'est la rapidité du gain fiscal. Un de Normandie, comme un Pinel, je dois attendre d'être livré. Et c'est sur ma déclaration suivante que j'impacte ma réduction d'impôt de l'année précédente, puisque je déclare à ce moment-là que je suis livré. Donc, il faut attendre potentiellement 1 an, 2 ans, 3 ans, avant d'avoir ma réduction d'impôt. Donc, si tu as du retard sur tes travaux, tu n'as toujours pas de réduction d'impôt. Précisément. Si je suis en Malraux, j'acte l'année 2025, je passe chez le notaire, rétroactivement, sur toute l'année 2025, tout l'impôt que j'ai versé, je le récupère. Je le récupère en 2026, après ma déclaration d'impôt. Ok. Voilà. Donc c'est très fort. Donc dès que tu arrives à 40 000 euros d'impôt ou plus... Bien avant, bien en dessous d'ailleurs. Non, là c'est pour la suite. Ouais, voilà. Attends, non, alors pour le coup, parce que du coup tu vas me parler évidemment du monument historique. Ouais. Le monument historique, c'est avant toute chose lié à la tranche marginale d'imposition. C'est pas forcément un montant d'impôt à payer, c'est avant toute chose la tranche marginale d'imposition. À partir du moment ça se travaille sur la déduction du revenu. C'est de la déduction, et là c'est de la déduction sans aucun plafond. On a des clients d'ailleurs qu'on a accompagnés cette année qui ont pris des gros cash-in de revente d'actions qui étaient salariés, etc. Donc en gros des revenus très explosifs. Là je parle en millions d'euros sur un instant T. En face on met un monument historique et en fait on va gommer 45%, puisque c'est la tranche marginale d'imposition qu'ils ont atteint fatalement sur cette opération sur un instant T. 45% d'impôt sur la cote par travaux. Et pour certains monuments historiques, je crois que le mieux que j'ai vu, j'ai dû voir 97 ou 98% de cote par travaux dans l'acquisition. Attends, donc tu es en train de dire que tu achètes un château à 1 million d'euros, qui est monument historique. On va prendre un cas qui n'existe pas, mais mettons, oui, ok. 1 million d'euros, tu as donc 98% de cote par travaux, donc tu as 980 000 euros de travaux. Bon, là, le château avec seulement 2% de foncier, il faut le trouver. Ouais. Mettons, par exemple. Tu dois avoir juste les fondations et encore. Ouais, il est bien en ruine là. Voilà. Mais mettons, d'accord. Mais admettons. Tu as du coup 980 000 euros de travaux déductibles. Oui. Tu déduis ces 980 000 euros de ton revenu. Oui. Les années où tu fais les travaux. Tu déduis 45% de ce montant. Non, tu déduis. Tu vas avoir une déduction, donc tu vas déduire de tes revenus nets imposables. Tous les travaux. Si normalement je prends 150 000 à l'année, puis cette année-là je prends 1 150 000. Parce que tu as eu une prime d'1 million. Parce que j'ai une prime d'1 million. Bon, j'ai une bonne année, je suis content. Bon. Ou t'es footballeur. Par exemple. T'es passé en Ligue 1. Why not? Eh bien, effectivement, l'impact du monument historique va faire que je vais imputer en déduction de mes revenus tous ces travaux. Donc, dans le cadre d'1 million d'euros de déduction, je ne déclare que 150 000 alors que j'ai touché 1 150 000. Et donc, l'impact, il est lié à ma tranche marginale d'imposition. Si je suis sur 45% d'économie d'impôt, j'économise 450 000 euros d'imposition que j'aurais dû payer. Et encore un petit peu plus. Justement, parce qu'il a rempli les tranches précédentes. Là, je pars du principe que j'étais déjà à 45. Mais oui, évidemment que si j'ai d'abord passé ma tranche à 30, puis 41, puis 45, évidemment, j'aurais un peu moins. Oui. Voilà. Mais en fait, ce que tu veux dire, c'est quand tu dépasses vraiment, franchement, ta tranche à 45, là, par contre. Là, c'est ultra puissant. Ouais. Mais même déjà sur 41, c'est très bien. C'est très très bien. Donc tu penses. Et bonus, si j'ai des revenus fonciers, si je paye de la CSG-RDS parce que j'ai des revenus fonciers, donc c'est ma tranche d'imposition plus prélèvements sociaux de 17,2%. Donc pour quelqu'un qui est sur une tranche marginale à 41, en réalité je suis fiscalisé à 58,2. Ça commence à piquer un petit peu, oui, bien sûr. Et je dépasse les 60% sur une TMI 45. Les revenus fonciers sont ceux qui sont gommés en premier lieu par le monument historique. Donc en fait, je vais avoir
encore plus d'impact fiscal. Donc pour quelqu'un qui a déjà des revenus fonciers et qui est dans une... Je vais prendre un cas max, Ouais. tranche marginale d'imposition de 45%, plus prélèvements sociaux parce que j'ai du foncier qui est donc fiscalisé sur ma plus haute tranche, plus les prélèvements sociaux, je vais gommer effectivement plus de 60%. Ce que je vais imputer, ça va être une économie de plus de 60% d'impôts. C'est assez fort. C'est assez fort. Je l'avais pas celle-là. Ah oui. Je réserve encore 2-3 trucs à t'apprendre, Rémi. Ouais, je vois. Mais c'est bien. J'apprends toujours. Par contre, il y a un truc, On n'a pas fini. Je pense l'avoir appris. Je suis pas sûr. J'en ai entendu parler. Alors déjà, on en parle quand même, parce que ça, tu l'emploies souvent toi en rendez-vous, le fait que ça fait aussi de la protection dans un foyer, d'acheter de l'immobilier défiscalisant. Oui, alors à crédit, effectivement, de toute façon, dès l'instant où j'active un crédit, j'ai une assurance décès invalidité, je protège ma famille. Voilà. Beaucoup de Français sont encore malheureusement sur c'est pas bien d'avoir des dettes. En fait, non, ça protège. Voilà, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Malheureusement, j'en parle souvent, en clientèle, on a une terrible méconnaissance en France de tout un tas de leviers, de mécaniques financières. On en a peur. On en a peur. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est vraiment de l'éducation. Et c'est vraiment... on est dans un état qui, par nature, par essence, est très, très protecteur, peut-être un poil trop, qui donne beaucoup et qui déresponsabilise au final pas mal les gens, avec raison ou tort, peu importe. En tout cas, on peut être très fier de notre modèle social, mais ça crée quelques billets. Et le problème, c'est notamment l'aspect, effectivement, retraite. Heureusement, aujourd'hui, ça commence à bouger un petit peu, mais beaucoup de gens s'attendent à avoir une retraite et tirent un peu la gueule quand ils la voient arriver. Parce que, ils ne se sont pas forcément préparés à ça. Et avant tout, par manque de culture et de connaissances et d'intérêt et de on-dit et de tabous, etc. Prenons un exemple très précis. Aux États-Unis, quel que soit ton cursus scolaire, tu as des cours d'éducation financière personnelle, quel que soit le cursus scolaire. En France, même en finance, t'as pas de cours d'éducation financière personnelle. C'est quand même dommage. T'as tout dit. Non, mais c'est dingue. Et même moi, quand je le vois, c'est même le premier... sur les premiers rendez-vous qu'on fait même avec des clients, on fait que de la pédagogie en fait. C'est le béaba. C'est le béaba. Parce que sinon tu peux pas avancer. Donc pour répondre à cette remarque, et c'est extrêmement important de le comprendre ainsi, le crédit n'est pas un problème, le crédit n'est pas... alors c'est une dette évidemment, mais c'est une dette qui est maîtrisée quand il est bien fait. Je parle pas, évidemment, d'acheter sa télé à crédit. Ça, c'est relativement une connerie. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Voilà. Mais l'immobilier à crédit, c'est du bon sens. C'est de l'effet de levier. Il faut au maximum l'utiliser à partir du moment où c'est fait de manière intelligente. Ouais. Et encore plus avec le double effet de levier, justement avec les impôts. Fiscal notamment, ouais. Ce que je voulais qu'on aborde aussi, c'était notamment sur le monument historique. Parce que je viens quand même du côté financier, pour ma part. J'adore faire des bilans patrimoniaux et estimer les droits de succession de mes clients. Et donc, quand on acquiert du patrimoine immobilier, on va inévitablement augmenter ses droits de succession. Effectivement. Comme tu l'as dit, si c'est à crédit, c'est pas un problème de payer 20% d'impôts sur un bien qu'on n'a toujours pas payé, en fait. Oui. Ça reste quand même du patrimoine net qui a été créé grâce à une assurance emprunteur qui a pu rembourser le crédit. C'est quand même du plus, oui. Pour le monument historique. Oui. Certains. Voilà. Pas tous. Est-ce que c'est vrai Pas tous. qu'on peut être exonéré de droits de succession sur un monument historique? Oui, il y a certains monuments historiques qui sont éligibles à ce qu'on appelle le parcours patrimonial. En gros, ce sont des parties communes ouvertes au public. Ça peut être des jardins, ça peut être des arches, donc des parties communes ouvertes au public, au moins tant de jours par an, grand minimum, parfois c'est toute l'année. Et parce qu'ils sont ouverts au public, alors on peut passer une convention avec l'État en réalité qui permet aux successeurs, aux héritiers d'être exonérés de droits de succession à partir du moment où ils acceptent de garder l'usage locatif et l'ouverture au public du projet. Il y a un minimum de jours où il doit être ouvert ou... Alors il y a un minimum de jours. En général, en fait, on va plutôt sur des biens où de toute façon c'est ouvert, c'est plutôt des jardins par exemple. Voilà, exactement. Ouais. Et il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. On peut acheter genre 15 millions d'euros de monuments historiques.
ça passe hors succession. Oui, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je suis preneur. Tu veux acheter un monument historique à 15 millions? Non, mais je suis très content d'accompagner quelqu'un qui a 15 millions d'euros à mettre en monument historique. En franchise de droit de succession. J'aurais beaucoup de plaisir à accompagner cette personne. Voilà. Quelqu'un qui a trop de millions qui aimerait transmettre à travers un monument historique, contactez Joël. Avec grand plaisir. Ok. Bon, du coup, on a fait quand même bien le point sur la partie défiscalisation. Tu voulais refaire un... En fait, c'est le cumul de tout ça qui est intéressant. C'est-à-dire que... Et en plus, ça concerne un client qu'on a accompagné cette année, pile dans ce schéma. Où on a à la fois eu... Donc, on avait un code part travaux de 93% de mémoire sur le bien. Un Malraux ou monument historique? Monument historique. Ouais. On a eu donc 45% d'économie d'impôt parce que grosse prime, donc grosse économie d'impôt. Et successoralement, effectivement, on a fait disparaître le bien de son assiette successorale. Donc en fait, quand on fait le cumul de tout ce que ça a généré en plus pour ses enfants, c'est colossal. Déjà pour lui, pour ses enfants. C'est du patrimoine net pour ses enfants. Exactement, sans droit, alors il en aurait payé, dans son cas, je ne sais plus si on était à 30 ou 40, mais même en ligne directe, on était quand même sur une tranche déjà assez élevée en termes de frais de succession. Bon, l'économie est stratosphérique. Et encore une fois, et ça j'insiste, c'est une niche fiscale mise en place par l'État avec des règles données par l'État. Donc on ne fait rien de surprenant. C'est absolument pas illégal, c'est juste les règles du jeu, parce qu'aujourd'hui il faut valoriser ce type de bâtiments qui sont, et là j'insiste là-dessus, extrêmement rares. C'est une fraction infime du parc locatif français. Ouais, ok. Donc tu en as très peu et forcément l'État veut quand même les entretenir. Les préserver. Heureusement qu'il y a ça. Ouais. Voilà. Parce que on se doute bien que une rénovation d'un monument historique, c'est plus cher que la barre des années 60. C'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes savoir-faire, c'est pas les mêmes contraintes techniques, un tout petit peu plus cher. Oui, donc c'est vrai que quand on fait de l'immobilier de défisc, notamment sur les dispositifs qu'on a vus, on peut s'attendre à ce que forcément tu aies un coût de travaux plus important que sur un... Obligatoirement. Alors parfois ce prix il est 100% légitime, il s'explique parfaitement bien, parfois il est exagéré. On a des programmes auxquels je dis non. Des promoteurs qui me sollicitent en me disant est-ce qu'on peut distribuer ça? Non, ça, je trouve que c'est trop cher. J'arrive pas à avoir la cohérence d'aller jusque-là en termes de prix. Donc l'idée, c'est de toujours trouver un équilibre. Et l'équilibre, bien souvent, ça s'explique. Dans un programme de type Malraux ou monument historique, si je dois prendre le parallèle avec, moi je vais sur le Bon Coin, je regarde par moi-même ce qui peut arriver, ce qui peut exister de similaire. En fait, déjà, il n'y a rien de similaire. Pour une raison très simple, c'est que quand on est sur un type de programme comme ça, on rénove 100% d'un bien. On rénove toute la façade, la toiture, charpente, couverture, menuiserie, partie intérieure, partie commune, privative. Donc 100% du bien est rénové. Donc déjà, trouver un équivalent, on part mal. En règle générale, 35-40% du prix du bien, des travaux, c'est affecté aux parties communes. Ok. Voilà. Donc si je vais prendre des chiffres, j'ai un plateau à 20 000 euros, j'ai 100 000 euros de travaux, on va considérer que ça vaut 120 000, mais déjà dans mes 100 000 euros de travaux, je vais peut-être en avoir 40 000 qui sont dédiés à la rénovation de la toiture, de la façade, des couloirs, etc. Donc, oui, je l'ai payé, mais j'ai une réduction d'impôt pour cela, et surtout, j'aurais plus à le payer pendant 20, 30, 40 ans en fonction... en plus. Voilà. Donc, en réalité, le calcul, et c'est toujours ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'on est très souvent sur des investisseurs qui vont, en premier lieu, et c'est normal d'avoir ce réflexe, raisonner prix au mètre carré. C'est absolument pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le taux de rendement interne. C'est combien j'y ai mis versus combien je capitalise en réalité. Et quand on est plutôt efficace, déjà quand on est sur une tranche d'imposition élevée et qu'on est plutôt efficace sur la façon dont on accompagne et on optimise le traitement notamment du gain fiscal, on arrive à avoir une réduction d'impôt telle et un tel niveau de rendement interne que l'effort financier est réduit à peu de choses. Et donc, si dans mon bien à 200 000 euros, j'y ai mis seulement 20 000 euros de ma poche, même si je fais une petite moins-value, en fait, c'est pas grave. Est-ce que je l'ai surpayé? On ne sait pas. En fait, c'est que techniquement, ce que tu dis, c'est qu'on s'en fout de faire une plus-value sur l'immobilier de défiscalisation en soi. C'est vraiment pas ce qu'on cherche. Je cherche à faire une plus-value sur une opération de marchand de biens.
J'ai acheté 2000 du mètre, je veux revendre 3000, oui. Ça, c'est juste mon opération BABA, quoi. C'est obligatoire. Mais sur de la défis, toi, tu te dis, même si tu fais 50-60 000 euros de moins-value sur un bien, tant que tu as mis zéro. Prenons un cas extrême, Ouais, volontairement exagéré, j'insiste, mais pour autant qui pourrait dans l'absolu arriver. Donc moi je connais relativement bien le marché dijonnais. Un Dijon, ça vaut 3000, 3005, 4000 du mètre. Voilà, ok, très bien. 2005 pour les trucs un peu moins sexy. Bon, ok. J'achète à Dijon à 8000 euros du mètre carré. Énorme. Énorme. Alors je dis ça, Ouais. on en a vu, hein, des programmes. Ah ouais. Ouais, on en a vu. Mais ok, c'est colossal. Mais j'ai tellement de gains fiscaux, j'ai tellement de rentabilité et je finance, alors encore une fois, un cas qui n'existe pas, j'achète tout à crédit, je mets pas d'apport, financement total. Okay. Et en fait, j'ai tellement de loyer de gains fiscaux que dans mon quotidien, mon flux financier effectif, mon effort personnel, c'est 0 sur toute la durée du crédit. Ok, tu mets rien de ta poche, quoi. Rien de ma poche. À l'issue, je revends avec une moins-value de 50%. Je revends 4000 euros du mètre. Je suis bien vautré. Réflexe premier. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent. Mais analyse mathématique factuelle, puisque j'y ai mis 0, je me suis enrichi. Tout bêtement. Ouais. Même si je l'avais vendu 1 euro, j'aurais gagné 1 euro, puisque j'y ai mis 0 de base. Bon, alors, vu les contraintes, ça aurait été dommage. Ouais. De toute façon, je ne vais pas revendre 1 euro. Donc voilà, l'idée, c'est de bien comprendre que sur ce type d'opération, ce qui compte, c'est combien j'y mets. Et grâce au gain fiscal, je peux arriver à avoir une mise personnelle, un effort personnel faible, voire très faible. Ouais, alors que si la personne ne fait rien, en fait, elle a payé son impôt pendant 10, 15, 20 ans, c'est une perte sèche. Celui qui fait rien, c'est celui qui a tort. C'est sûr. Il vaut mieux faire et mal faire, c'est quand même mieux que de pas faire. On ne parle pas des gens qui ont... voilà, il y a toujours l'opération catastrophe, l'investissement qu'il fallait pas faire. Ça existe, évidemment. Ouais, mais le pire, et on en a eu le cas notamment sur du Dom-Tom, Nouméa et ce genre de projet où il y a eu de la défiscalisation là-bas. Bon, là, t'es sur du cas extrême. T'es sur du très exotique. Je parle pas des extrêmes, mais je parle de la médiane. Et tant que ton bien, t'arrives à le revendre tant que t'arrives à le revendre, c'est déjà bien. Si un jour t'as envie de le revendre, parce que moi, je t'entends souvent dire que quand tu fais de l'immobilier de défiscalisation, on est surtout sur des biens de garde. Oui, c'est l'autre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, de toute façon, c'est un actif qui est payé, qui va générer des loyers, bon, c'est pas forcément désagréable. Puis surtout quand ça a de la gueule. Parce que quand on voit les deux Normandie, les Malraux, ont quand même des monuments historiques. Ah bah, il y a des produits qui sont extrêmement beaux. Ouais, t'as envie de les garder. Extrêmement beaux, bien sûr. Ok. Bon, c'est bien parce que là-dessus, on va pouvoir faire énormément de pédagogie encore là-dessus. Parce que c'est vrai que tu vois, beaucoup de personnes, moi je le vois encore, ils me disent, en fait, c'est cher d'acheter un Malraux. Oui, c'est cher, bien sûr. C'est cher d'acheter un monument historique. Le savoir-faire de rénover, les contraintes techniques de rénover, là, en hyper centre-ville, dans la rue exiguë, machin, etc., le bardage de 1546, oui, c'est cher, évidemment. Mais du coup, toi, ton point de vue, c'est de te dire, on s'en fout que ça soit cher, parce que l'important, c'est pas ça l'important. C'est les maths, c'est le gain fiscal, c'est la réintégration de ce gain fiscal. C'est l'intégralité des paramètres, en fait. C'est pas que le gain fiscal, c'est l'intégralité des paramètres. Ouais. Et quand je prends l'intégralité des paramètres, donc quand on fait des simulations, on intègre toutes les charges. On intègre évidemment la gestion locative pour les clients qui le souhaitent. On intègre clé en main, quoi. Exactement. On intègre les taxes, les charges foncières, les charges de copro. Et on intègre le crédit, évidemment, la fiscalité du crédit. On intègre tout. Voilà, parce que tu peux être sur une super opportunité, un super bien, tout est bon, mais si par exemple tu as un crédit sur 15 ans, parce que la banque finance que sur 15 ans, ça te casse tes maths en fait. Exactement. Ça, c'est l'autre aspect et c'est ce sur quoi on se bat aussi, entre guillemets, alors à la fois avec certains clients, puis surtout avec nos partenaires bancaires ou nos non-partenaires bancaires pour le coup, puisque financer de l'immobilier sur une durée très courte, alors hormis quand j'ai pas le choix, parce que je m'y prends un peu tard dans ma vie, entre guillemets, et que oui, la banque, elle me dit 15 ans max. 15 ans max, c'est mieux que 0, encore une fois. Mais dans l'idée, idéalement, ce qu'on souhaite d'un actif, c'est qu'il se paye le plus possible tout seul. Comment je fais pour limiter combien moi j'y mets ? Le premier réflexe, c'est d'étaler le créddit. Tu limites les mensualités, donc l'effort départ. Je vois régulièrement des clients là, qui ont des prêts encore très intéressants, à 1 et des bananes, voire moins parfois, qui ont eu tendance à le raccourcir. Quand j'emprunte à 1%, je veux le rallonger. Maximum. Aujourd'hui, placer de l'argent, et le financier, on en discute régulièrement, Rémi, j'aime beaucoup ça aussi, c'est pas difficile d'avoir plus de rendement que 1%.
Donc quand tu as emprunté encore plus longtemps, réduire ses mensualités, Exactement. augmenter son effort d'épargne C'est pour ça. continuer d'investir. Précisément. Protéger sa famille plus longtemps. En plus. Ouais. Ah bah oui. Ah oui. On a encore plein de sujets. Parce qu'évidemment, on aurait pu parler de SCI. On va pas en parler maintenant parce qu'il y a encore plein de sujets qu'on peut explorer dans l'immobilier et le financier. La SCI, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Bah voilà. C'est juste ça. Mais du coup, si vous avez plein de questions sur ce qu'on a vu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme ça, on essaiera d'y répondre. Ça pourrait même faire l'objet d'un prochain épisode. Donc ça, c'est cool. Mais avant que vous partiez, attendez, on va partir sur un petit jeu. J'ai des réponses toutes faites, des questions, des idées reçues. Ok. L'idée, c'est qu'on va faire un peu un ping-pong. Je t'en envoie une et alors, je vais pas te prendre un chrono, parce que je vais pas te chronométrer en 20 secondes. Mais c'est sympa. Voilà. C'est sympa, Rémi. Mais l'idée, c'est que j'ai fait la liste de toutes les idées reçues que j'ai pu avoir avec mes clients sur les réseaux sociaux, en commentaire. Et l'idée, c'est de pouvoir te les balancer, que tout de suite, tu puisses au moins dire, OK, voilà comment il faut appréhender les choses. Donc, il y en a une petite dizaine. Et on va reprendre un peu tous les éléments qu'on a explorés dans ce podcast. Déjà, est-ce qu'il faut absolument être propriétaire de sa résidence principale ? Non. Ok. Oui, tu m'as dit court. Non. Voilà. Il ne faut pas être obligatoirement propriétaire. Moi, je trouve que c'est intéressant de l'être. C'est un aspect protecteur, c'est un aspect patrimonial, c'est évident. Mais ce n'est pas une obligation vitale d'être propriétaire de sa résidence principale. Maintenant, ça sécurise quand même. De très fortuné, de riche qui est encore locataire ? Ça peut arriver, ça ? Non. Alors, je ne l'ai pas eu à titre perso. Est-ce que ça existe ? Oui, évidemment. Mais oui, techniquement, ça doit exister. Ouais. Mais toi, à titre perso, tu n'as pas eu à rencontrer un client. Deuxième idée reçue, le Pinel. Oui. Il y en a beaucoup qui disent que c'était de l'arnaque parce que du coup, on l'achète trop cher et on fait systématiquement une moins-value. Je me suis auto-arnaqué, c'est magnifique. Hein. Je me suis vendu mon propre Pinel. Donc, toi, tu t'es vendu ton propre Pinel ? Bien sûr, évidemment. Donc, alors, soit je suis pas forcément très bien câblé, soit j'ai fait des maths et au final, non, c'est très intéressant. Un Pinel, c'est très intéressant quand on l'a bien compris. Quand on le fait bien, quand les choses se passent correctement, évidemment. Hein, il peut toujours y avoir des impondérables, des loupés, mais globalement, comme on l'a dit juste avant, ce qui compte, c'est le calcul entre combien j'y mets, combien je capitalise. Et donc, le ratio nous permet bien souvent de faire une belle opération, même en moins-value. Ok. Voilà. Et après, il n'y a jamais personne qui vous force à vendre. Donc en réalité, si c'est pas le moment de vendre, on essaye d'étaler ou d'étendre un petit peu plus l'horizon de placement. On va attendre une détention, on le passe en meublé, on rentabilise un peu plus l'amortissement du crédit. Il y a un moment, l'immobilier ne fait que monter. Sur la durée, ça peut pas. On parle aujourd'hui d'éventuelles crises démographiques, etc. Bon, c'est encore des horizons assez lointains pour le coup, mais techniquement, vu la tension locative, dans les villes où c'est placé, l'immobilier monte. Voilà. Troisième idée reçue, l'immobilier locatif en Airbnb, c'est le plus rentable de tous quand il s'agit d'immobilier. Alors, c'est probablement le cas. Je dis bien probablement, mais encore que j'ai tendance à dire que des opérations de marchand de biens extrêmement bien faites, c'est plus rentable, parce qu'on a des gens qui font des flips incroyables sur une journée. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable, mais c'est un métier. Être marchand de biens, c'est un métier, et je dirais bien que gérer un ou des Airbnb, c'est un métier aussi, c'est des contraintes assez fortes. C'est difficile de complètement automatiser le système. On arrive aujourd'hui, avec des conciergeries, des bons partenaires, des process, on arrive à faire en sorte d'avoir le moins de gestion possible, mais dire qu'on en a zéro, c'est impossible. Et là, c'est quand même un lot d'emmerde à gérer quand même. Bien sûr. Donc oui, en fait, c'est un triptyque entre rendement, risque, sécurité et autogestion ou gestion personnelle. En fait, c'est un triangle, on ne peut pas avoir les trois. Donc forcément, tu dois pousser à un moment donné. Ouais. Ok. Idée reçue, pareil, ça peut être des vraies ou des fausses. Hein. Louer en meublé, c'est toujours mieux que louer en nu, systématiquement. Statistiquement, on a plus de loyers. Aujourd'hui, on a moins de fiscalité. Ça semble plus intéressant de louer évidemment en meublé qu'en nu, avec le bémol que on ne peut pas passer en meublé tous les biens, et avec l'autre bémol qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que ça va donner. Ok. Cinquième idée reçue, on peut absolument tout défiscaliser avec un bon montage, quel que soit le montant d'impôt, même si, les cas extrêmes, quelqu'un qui gagne 5 millions d'euros. Je vais exclure les cas extrêmes, bien que dans l'absolu, oui, mais je vais exclure les cas extrêmes. Oui, on peut gommer une grosse partie de l'imposition. Ouais. Alors, je ferai une petite parenthèse là-dessus, parce que moi je me suis toujours posé la question, je ne sais pas si tu as la réponse.
Quand on voit les salaires des footballeurs, c'est du salaire. Ils le déclarent en traitement salaire. Oui. Ils ont, alors je sais pas s'ils ont des avantages avec le fisc ou pas, mais si. Non, ils payent beaucoup d'impôts. Donc quand tu as un footballeur qui dit tiens, il a gagné 20 millions cette année, c'est du salaire. Oui. Donc il est forcément tranché à 45. Ah bah oui. Est-ce que lui, par exemple, son impôt, il a la possibilité de le gommer intégralement, justement? Non, intégralement, ça serait. Là, c'est du cas extrême. Là, c'est du cas extrême. Il en reste. Il en restera toujours. Il en reste même. Il aura beau faire beaucoup de Malraux. Oui, il en reste beaucoup. Malraux, de toute façon, on a plafonné. Il y a que effectivement le monument historique. Il en a plusieurs, des Malraux. Ouais, mais là, ça. Alors, il y a eu d'ailleurs sur les, c'est le problème aussi. Ouais. C'est que sur les professions de type sportif qui ont eu des bons revenus, ils sont très mal encadrés. Ils sont très, 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 très mal accompagnés. Et je le sais de source sûre. J'ai notamment un client qui est rugbyman professionnel, qui c'est les mêmes personnes qui gravitent toujours dans les mêmes cercles. Ils comparent pas. C'est des gens qui ont absolument pas le temps, donc ils y connaissent très souvent rien du tout. Ils font donc naturellement confiance. Et là, ça mériterait vraiment de s'ouvrir pour le coup. Vraiment, parce que c'est pas forcément extrêmement incroyable ce qui se passe. Donc en gros, tu vas dire s'il y a des footballeurs qui nous regardent et qui sont footballeurs ou autres sportifs de haut niveau qui aiment beaucoup. Ça mérite de comparer en tout cas. Voilà, au moins de comparer un petit peu. Ok. Investir dans des travaux en permanence, tout le temps, un peu comme une sorte de fuite en avant, ça reste toujours une bonne idée pour défiscaliser, ou est-ce qu'à un moment donné il y a un risque et on arrive en bout de course? Non, alors on arrive évidemment en bout de course au final assez vite, une fois qu'on a un bien qui est superbement retapé. Je peux, mais quel est l'intérêt? Si c'est juste dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, je vois pas vraiment l'intérêt. Là, ça peut être intéressant. Et là, on parle de la mécanique du déficit foncier, donc qui effectivement consiste un petit peu à acheter un bien, faire des travaux. Quand on a tout amorti, les travaux, on a de l'impôt, donc on refait des travaux, on rachète un bien. Voilà. Alors, il y a des gens qui se sont constitués un parc immobilier fantastique comme ça, pas de débat, notamment dans des villes où il y a la valeur foncière est assez basse, des gens qui maîtrisent très très bien leur environnement, des petits villages des fois où il y a beaucoup de tension, c'est pas cher, on loue bien. Bon, il y a plein de manières de faire, il y a plein de très bonnes manières de faire. Mais non, ça peut pas être une réponse à tout. Ces gens-là, peut-être que s'ils avaient simplement loué en LMNP justement, ils auraient pas eu à dépenser tant d'argent pour faire des travaux, pour gommer quelque chose qu'ils auraient pu gommer autrement. Donc c'est pas une réponse systématique non plus. L'immobilier est plus sûr que la bourse. Toi qui en plus fais du financier. Je sais pas, tu préfères ta jambe droite ou ta jambe gauche, toi? J'aime les deux. Voilà, exactement. Il faut les deux pour marcher. Il faut les deux pour marcher. Il faut faire du financier, il faut faire de l'immobilier. Surtout que tu peux créer des synergies avec les bien deux. sûr. Alors, clairement, c'est aussi ce qu'on fait justement avec certains montages de type immobilier défiscalisant fort. Et surtout, c'est pas du tout les mêmes mécaniques, c'est pas du tout les mêmes psychologies, c'est pas du tout les mêmes inerties, les temps de détention. Enfin, c'est très très différent. Ça ne s'oppose pas du tout. Ok. Bon, ça je peux rapidement le dire, mais bon, la défiscalisation c'est que pour les gros contribuables. Absolument pas. On l'a prouvé, quelqu'un qui paye aujourd'hui 1 500 € d'impôt, qui a une capacité d'emprunt existante, on peut faire. Ok. Acheter un studio étudiant est toujours une bonne idée. Vrai ou faux? Alors, c'est une moins mauvaise idée que de rien faire. Toujours. je réinsiste là-dessus, mais c'est tout sauf la meilleure idée. Donc comme d'habitude, c'est pas systématique. Non. Quand il s'agit d'investissement immobilier, il faut toujours viser des villes qui sont dynamiques, des grandes métropoles uniquement, qu'il ne faut pas regarder... Non, pas uniquement. Il y a plein de villes qui sont complètement sous-estimées, comme on a dit, qui méritent clairement attention. Et c'est assez souvent le cas justement de villes de Normandie, éligibles de Normandie. Donc la grande métropole, ça va avant tout avoir la tendance à rassurer psychologiquement. Parce que oui, je fais de l'étudiant à Toulouse, normalement, voilà, j'aurai mon locataire, quoi. Il y a peu de chances que j'en ai pas. Idem à Paris, c'est le cliché, mais qui n'en est pas vraiment un. Ça reste factuel. Oui, il y a une tension telle que je suis sûr de louer, c'est évident. Mais parfois, je vais le payer assez cher, cette certitude, parce que le foncier est très cher, la rentabilité est plafonnée par rapport au prix, donc ça dépend de ce qu'on cherche. Ok. Allez, dernière pour la route. Les dispositifs fiscaux sont toujours contraignants. Oui, il y a des règles.
il y a des règles dans tous les dispositifs. engagements de Il y a location, il y a même juste des règles, effectivement, une détention minimale de temps, un non-changement de régime sur temps de... Oui, il y a des règles. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Après, c'est des contraintes qui peuvent être très relatives, absolument indolores, qui font partie de la mécanique. C'est pas quelque chose de forcément difficile à vivre. Ok. Et ben on a fini. Et ben magnifique. Est-ce que tu veux faire un petit mot de la fin pour l'audience? Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot ou Non, pour le coup, s'il y a des questions qui se posent, des réactions, j'aurai plaisir à t'aider à y répondre. On se mettra sûrement à deux sur le sujet. En tout cas, c'était très intéressant. C'est vrai qu'on a rarement l'habitude de prendre le temps de poser tout un tas de... Ah oui, on le fait. Moi, je le fais qu'en one-to-one avec mes clients en l'occurrence, mais là, c'est un autre canal de communication. Donc, intéressant en tout cas l'exercice était fun. Ouais, et j'ai hâte de voir le résultat. La question que je me pose, il y en a peut-être une dernière. Évidemment, il y a peut-être beaucoup de gens qui nous regardent et qui vont se dire on a envie parce que peut-être ils savent pas s'ils ont peut-être été intéressés par l'immobilier, ils le savent pas encore, ils ont envie de prendre contact. Donc déjà, ils peuvent te contacter toi directement. Oui, malgré tout. Et les équipes, voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire clairement. C'est que j'ai un agenda relativement complet. Ouais. Donc l'idée, c'est on est très bien entouré. Parce qu'aujourd'hui, au sein du réseau Optimi, on va bientôt friser les 130 personnes. Donc on est en capacité d'accompagner sur tout le territoire de la manière la plus qualitative possible toute personne qui se pose des questions. La porte d'entrée, c'est pas est-ce que je gagne du temps, est-ce que vous posez la question? À partir du moment où vous posez la question, posez-nous la question. Et après, vous s'il n'y a rien à faire, on vous le dira. Mais j'ai encore jamais vu de cas où j'avais rien à faire en 10 ans. Donc normalement, il y a toujours un truc à faire. Il y a des choses à faire. Et toi, en local, donc vu que tu es basé sur Dijon, tu as une agence avec une équipe plutôt conséquente? Ouais, on est une bonne vingtaine. Bonne vingtaine. Ouais, une bonne vingtaine sur Bourgogne-Franche-Comté, effectivement. Donc forcément, tu es bien staffé pour pouvoir gérer toute demande. Bien staffé, mais à titre personnel, je traite des clients France entière. Je travaille qu'en recommandation, donc effectivement, beaucoup avec les moyens modernes aujourd'hui, on arrive à traiter des clients de tous horizons. Génial. Bah voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et puis si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description pour prendre un rendez-vous, pour pouvoir aller plus loin. Découvrir l'univers de Johan sur la partie immobilière, travailler avec son équipe, avec toutes les équipes d'Optimi. Donc, je vous dis à très bientôt et on se voit pour un prochain épisode.